Bienvenue comme chaque lundi sur BFM d'ici pour votre émission Planète Locale. Et on commence tout de suite avec notre coup de cœur. Eh bien, ce sont ces biologistes qui sont réunis au col du Lautaret dans la vallée du Briançonnais pour étudier le réchauffement climatique. 5 ans après une expérience similaire, ils ont réalisé une nouvelle opération assez unique. Regardez ces images, 15 parcelles de terre de près d'1 tonne chacune ont été transportées par hélicoptère à une altitude plus basse. L'objectif, évaluer les conséquences engendrées par le changement de température. Le reportage est signé Jérémy Cazot. Et ça descend, Pascal. Un hélicoptère pour transporter des parcelles de biodiversité. Une opération scientifique hors norme au-dessus du col du Lautaret. L'objectif, évaluer l'impact du réchauffement climatique. Ce qu'on étudie, c'est plutôt les mécanismes. Comment les communautés végétales se réadaptent, comment elles vont modifier leur date de floraison, leur date, donc ce qu'on appelle aussi les variables phénologiques, et puis leurs traits, c'est-à-dire leurs caractéristiques, qui peuvent effectivement varier en réponse avec le changement climatique. Pour simuler en accéléré une augmentation de la température de 3 degrés en l'espace d'un siècle, les scientifiques font donc descendre les parcelles à 2300 et 1920 mètres d'altitude. Le col du Lautaret, un lieu de recherche idéal qui abrite un tiers de l'ensemble des espèces de la flore française, une richesse biologique exceptionnelle. Ils ont tout intérêt à venir travailler ici parce qu'ils ont un milieu intéressant à étudier. Et ce projet alpage volant, c'est un peu notre fétiche parce qu'on est fait partie d'une infrastructure qui s'appelle ANAE, Analyse et Expérimentation sur les écosystèmes. Et là, on a des gens qui font des expériences, qui manipulent, qui testent des choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pendant plusieurs années, les modifications chimiques et moléculaires entre le sol, les plantes et les micro-organismes vont être étudiés ici. Une quinzaine de chercheurs vont se mobiliser entre le col du Lautaret, l'Université de Grenoble et l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et en plateau avec nous aujourd'hui, Chantal Terrasson du Vernon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la SPA Sud-Alpine. Alors, première question, quel constat est-ce qu'on fait? Quel bilan finalement aujourd'hui concernant peut-être les abandons d'animaux? On en entend bien souvent parler, malheureusement. Contrairement aux autres années où nous avions un été qui n'était pas plus chaud que les autres saisons, cette année ça a été par contre très problématique avec un afflux au niveau des chats. Bon, c'est toujours la même chose, donc on en a recueilli beaucoup. On en est, je crois, à 350 à ce jour. Et par contre, ça c'était plus exceptionnel, beaucoup de chiens et de chiens de très grande taille, des chiens un petit peu compliqués, des chiens catégorisés. Voilà, ça c'était inédit pour nous, vraiment. Les chats, c'est une situation assez récurrente, c'est ça? Tout le temps, c'est tout à fait récurrent parce que les stérilisations de chats ne sont pas faites. Donc il suffit qu'une chaton stérilisée atterrisse dans la nature et elle va faire très vite 2 à 3 parties par an, et puis il y aura des petites femelles qui vont se reproduire, et c'est comme ça qu'on arrive à des endroits où il y a des sites où il y a 40, 50 chats. Voilà, donc c'est très compliqué. Il faut absolument que les gens fassent stériliser leurs animaux. C'est primordial pour éviter justement cette surpopulation féline qui engendre souvent des nuisances, je peux le comprendre. Et derrière des la nuisances par rapport à quoi? Des batailles de chats qui ne sont pas castrés, des marquages de territoire, des chats qui arrivent dans votre jardin, vous n'en avez pas envie. Et moi, je respecte ça. Et donc, du coup, les animaux ensuite sont victimes de maltraitance. Donc, ils arrivent chez nous en très mauvais état, voire quand ils arrivent chez nous, quoi. L'abandon des chiens, vous avez dit que c'est une situation un peu plus exceptionnelle. C'est dû à quoi? Compte tenu de la pandémie, absolument. Vous savez qu'au moment du confinement, beaucoup de personnes ont adopté des animaux parce que voilà, il y avait une situation particulière. On a adopté un petit peu n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et puis on a fait aussi n'importe quoi, ce qui fait qu'au bout d'un an, on s'aperçoit que l'animal a grandi, qu'il nécessite des soins, qu'il y a des frais financiers, qu'il ne reste pas tout seul, etc., etc. Et donc on a vu arriver une vague d'abandon depuis le début de l'année. Et cet été, ça s'est encore aggravé, quoi. La pandémie aussi a engendré pas mal d'actes malveillants sur les animaux. Oui, est-ce que ça s'est un petit peu calmé Je pense que de toute façon, vous savez, la maltraitance, quand elle a lieu en vase clos, elle est quasiment indécelable. On le sait pour les humains, donc pour les animaux c'est pareil. Et puis bon, il y a la maltraitance courante qu'on rencontre tout le temps. Donc voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui est difficile un petit peu à gérer parce que c'est assez insupportable compte tenu de certaines situations, quoi.
Vous êtes à l'affût, vous êtes intervenu récemment sur des actes malveillants? En ce moment, on a un problème, on n'a plus d'enquêteurs, donc c'est très compliqué. On nous alerte sur des situations difficiles, mais on ne peut pas toujours intervenir parce que soit on n'a pas les moyens, soit on n'a pas le droit de rentrer dans une propriété, encore moins dans un appartement. Donc après, c'est très compliqué d'aboutir sur la maltraitance. Ça, c'est une véritable difficulté pour nous. Il faudrait qu'il y ait vraiment une cellule nationale au niveau de toutes les associations de protection animale pour qu'on puisse avancer sur le sujet, quoi. Mais on fait ce qu'on peut. Est-ce qu'elle est plus forte, par exemple, en zone rurale plutôt que dans les grandes agglomérations? Non, je sais pas. Nous, c'est difficile. On est un département rural, mais bon, la seule ville, Gap, c'est pas quand même très important. Donc je sais pas. C'est peut-être une maltraitance qui est un petit peu différente en fonction, des animaux qui sont détenus. Et puis si on rentre sur les troupeaux, les choses comme ça, il y a quelquefois des situations qui ne sont pas tout à fait normales. Aujourd'hui, si par exemple nos téléspectateurs voient cette émission et décident d'adopter un animal, quelles sont un petit peu les démarches à savoir? Est-ce que tout le monde peut adopter? Il faut quand même prendre conscience de ce que c'est qu'adopter un animal. Absolument, Donc oui, tout le monde peut adopter un animal. Enfin, tout le monde, non, peut-être pas. Tout le monde ne peut pas adopter n'importe quel animal. C'est pour ça que quand les personnes nous contactent, on va faire remplir une fiche de renseignement afin d'avoir la composition de la famille, les conditions d'accueil, etc., etc. Et ensuite, il faut qu'on arrive à faire rencontrer un chien ou un chat et une personne ou une famille et que ça matche. Parce qu'on peut avoir un coup de cœur sur un animal qui ne va pas du tout être adapté. Et nous, notre rôle, c'est de dire aux gens, non, celui-là, c'est pas pour vous. Même si vous allez être un super adoptant, par contre, prenez celui-là, là, ça sera top. Ça, c'est toute la difficulté que nous rencontrons parce que certaines personnes veulent un chien parce qu'il est très beau, qu'il leur a tapé dans l'œil, mais il n'est pas du tout adapté à eux. Donc, il faut un petit peu de pédagogie. Donc, quelquefois, c'est un peu compliqué. Ou une personne de plus de 80 ans qui va adopter un chiot, en principe, on dit non, quoi. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de démarches derrière. S'occuper d'un animal, c'est pas... S'occuper d'un animal, vous voyez, une personne âgée qui a un chiot. Moi, j'ai adopté un chiot à 70 ans. Franchement, j'ai fait une bêtise parce que ça demande des soins particuliers. Et il vaut mieux adopter un chat plus adulte, plus vieux, en fonction de notre âge, quoi. Merci beaucoup Chantal Terrasson du Vernon d'avoir fait le point avec nous sur la situation de la SPA. Avec nous également en plateau, Paul Marquis, bonsoir. Vous êtes météorologiste à Météo Alpes-Durance. Alors aujourd'hui, vous allez démêler un petit peu pour nous le vrai du faux concernant le climat dans votre chronique. Oui, tout à fait, c'est ça. Effectivement, la météo aujourd'hui, c'est ce qui suscite le plus quasiment de théories du complot. Météo et climat, c'est pas tout à fait pareil. Il y a beaucoup de fake news, de fausses informations qui circulent sur Internet. Donc effectivement, aujourd'hui, peut-être vous avez déjà entendu dire quelqu'un autour de vous, oui, il fait froid, l'enclenchement, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous avez entendu ça autour de vous, quelqu'un dire ça, non? Ça arrive un petit peu. Voilà, effectivement. Oui, heureusement, quand aujourd'hui il fait froid, notamment en hiver, ça arrive qu'il y ait des températures négatives, c'est tout à fait normal pour la saison. Mais effectivement, sur un mois, il y a quand même 30 jours. Donc c'est pas parce qu'il fait froid pendant 2-3 jours que ça va du coup mettre en cause 27 jours plus chaud. Donc c'est vrai que le climat, on parle à une échelle plus globale, donc c'est des moyennes sur des mois voire des années. Donc on peut avoir 2-3 mois avec des températures plutôt fraîches, mais derrière on peut avoir 9 mois plus chauds. Donc ça ne remettra pas en cause tout ce qui est réchauffement global en fait. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas sur un jour qu'on fait la météo, mais plutôt sur plusieurs années en fait. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc deuxième point, c'est une autre fake news, donc qui circule beaucoup sur Internet par rapport aux icebergs. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que en fait les icebergs sont déjà dans l'eau et donc comme ils vont fondre, il n'y aura pas d'augmentation des océans. Ce qui est faux, puisqu'en fait les icebergs sont sur des socles rocheux. Donc effectivement, quand les socles rocheux, quand la glace coule sur la roche, ça va forcément faire une montée des océans. Et aujourd'hui, c'est quand même un des points principaux d'inquiétude par rapport à tout ce qui est global, parce que on a une montée des océans inquiétante. Donc on aura beaucoup de gens qui vont être déplacés par rapport à ça, puisque leurs îles vont être inondées ou la mer va monter. Donc ils vont être déplacés sur des territoires plus en hauteur en fait. Donc troisième point, qui est aussi important, peut-être vous avez déjà vu dans le ciel des trains d'avions, qu'on appelle des COTRA. Voilà, donc effectivement, en fait, il y a des gens qui pensent que c'est des chemtrails. Donc c'est un terme. Ça porte chance aussi. Ah bon, je sais pas. Alors, effectivement, des chemtrails, c'est ce que des gens pensent. En fait, c'est une théorie du complot, encore une fois, qui pensent que les gens, en fait, c'est des gouvernements qui répandent des essences dans le ciel
pour modifier le climat, donc ce qui est totalement faux, rassurez-vous. En fait, c'est des traînées d'avion, donc c'est la condensation de l'eau qui va geler en altitude et du coup va former forcément des nuages entre moins 30 et moins 40 degrés, donc ça gèle instantanément. Et quand l'avion vole plus bas, il n'y aura pas de traînée puisqu'il fera beaucoup moins froid, donc ça s'appelle des quotas et pas des chemtrails, et ça n'a aucun impact, aucune influence majeure sur le climat, et c'est pas du tout des épandages du gouvernement, voilà, qu'on peut voir un peu partout sur Internet. Donc ça c'est le troisième point. Et enfin un dernier point qui est un peu plus vieux, donc peut-être pour les gens qui nous regardent, qui sont un peu plus âgés, le projet HARP, peut-être ça vous dit quelque chose? Pas tellement. Non. Donc ça s'écrit H2ARP. En fait, c'est un projet américain qui visait en fait à envoyer des ondes dans l'atmosphère pour étudier la ionosphère. Donc il y a des gens qui pensent que ça a créé des tempêtes, des ouragans, des tornades, alors qu'en fait ce projet était tellement faible qu'il était 1000 fois moins puissant que le champ terrestre magnétique. Donc on voit que c'est quand même très peu puissant pour faire des dégâts sur la Terre. Donc forcément ça n'a pas d'impact. Encore une fois, c'est totalement faux. Mais après, les théories du complot aiment quand il y a du doute. Et effectivement, aujourd'hui, l'homme ne devrait pas jouer aux chimistes, il devrait plutôt s'inquiéter du climat de la Terre et de sa santé, plutôt que jouer aux petits chimistes. Merci en tout cas, Paul Marquis, pour toutes ces précisions. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. C'est déjà la fin de ce magazine consacré à Planète Locale. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro.